Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis de l'Afrique, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un certain nombre d'invités pour passer en revue l'actualité en Afrique centrale. Et vous le savez, depuis un quart de siècle, il n'y a pas de paix dans cette région pour la simple raison que les dirigeants de ce qu'on appelle les Grands Lacs, on sait quand ils arrivent au pouvoir, on ne sait pas quand ils partent, et on a même l'impression qu'ils ne veulent pas partir. Et alors, en conséquence, avec le temps, la population commence à s'énerver. Et donc, on va d'abord passer l'actualité en revue en RD Congo et puis au Rwanda. Et puis, sur base de ça, nos invités ont un certain nombre d'appels à lancer. Et donc, nous commençons avec notre invité qui est à ma droite, qui se présente et qui nous dit quel est le sujet qu'il abordera pour l'actualité de cette semaine. Oui, bonsoir Monsieur Fita, bonsoir chers auditeurs, chers lecteurs. Je suis Monsieur Pabolangi Onda Ange, président de la section de l'UDPS ici à Bruxelles. Et au nom de mon parti, je souhaiterais parler des concertations, des fameuses concertations qui ont lieu à Kinshasa et des négociations qui ont lieu à Kampala. Et je souhaiterais donner la position de mon parti. Bonjour Monsieur Cheikh, bonjour collègues. Moi je m'appelle Jean-Marie Michombero. Je suis le coordonnateur de l'organisation politique Rwanda National Congress, RNC, ici en Belgique. Je m'occupe aussi de la diplomatie au niveau de l'Europe. Nous allons parler avec les confrères ici, et chers téléspectateurs, de la fameuse visite de M. Kagame au Canada. Marie Madeleine Vichamumaka, membre du bureau du comité de coordination du FDI Nyingi, et avec mon confrère pour la plateforme RNC FDU, on va parler justement de la visite que M. Kagame va effectuer la semaine prochaine au Canada et des dispositions à prendre pour contester cette visite, comme on l'a fait à Londres. Et on va parler aussi des fameuses élections législatives qui ont eu lieu au Rwanda et qu'il a gagné à plus de 98%, enfin sa mouvance. Et voilà, c'est sur ce thème-là que je vais parler. Oui, moi c'est M. Kalombo Benjamin. Je parle au nom de la PRODEC à Asbel, dont je suis le président et administrateur délégué. Donc je vais essentiellement baser mon intervention sur l'arrestation de Bosco Tanganda. Ça fera déjà un peu plus d'un an. Et puis du procès ZS qui nous occupe en ce moment. Voilà. Bien, merci à tous les invités. Et sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Ange Pabolangi. Que se passe-t-il en RD Congo ces jours-ci? Oui, comme vous le savez, M. Fita, des concertations ont lieu. Mais vous avez sans doute suivi que notre parti n'est pas partie prenante à ces assises. Pourquoi? Il faudrait que l'opinion le sache. Je pense que ces concertations ont pour seul but de légitimer un candidat qui a triché aux élections de 2011. Donc nous ne voyons pas l'importance d'aller nous asseoir autour d'une table avec une personne qui est à la fois le problème et qui se veut être la solution. Donc je vous dirais que concernant ces concertations, nous les dénonçons d'abord. Nous dénonçons cela parce que je dirais que c'est d'abord la tricherie. On veut donner à M. Kabila, donc on essaye de lui trouver la voie pour essayer d'avoir un troisième mandat, alors que la Constitution du Congo est claire là-dessus. Et moi je vous dirais que depuis que nous avons voté en 2011, le pays est en crise. Le pays est en crise, pourquoi? Parce que ceux qui ont triché aux élections nous gouvernent par défi. Il faudrait que la classe politique du Congo arrête une fois de jouer, d'être des personnes légères, facilement corruptibles, pour essayer de donner un mandat à un candidat tricheur. Donc moi je vous dirais que la position de mon parti est claire. Nous estimons que M. Kabila, comme il a triché aux élections, donc il faudrait que nous ayons le courage de lui demander de se retirer et de se mettre à la disposition de la justice, tant nationale qu'internationale. À part les concertations qui ont lieu au Congo, vous avez appris aussi qu'il y a des négociations en Ouganda.
Et là, M. Fita, je vous interpelle, tout comme l'ensemble de vos lecteurs et tous les téléspectateurs. Pourquoi? Parce qu'un rapport des Nations Unies, je dis bien des Nations Unies, a pointé l'Ouganda et le Rwanda comme pays agresseurs du Congo. Bon, vous allez négocier avec les soi-disant agresseurs qui ont violé des femmes, qui ont mutilé, qui ont appauvri une région et ensanglanté une région comme le Kivu. Donc nous ne voyons pas pourquoi l'agresseur qu'est M. Museveni serait aujourd'hui les médiateurs à travers son ministre des Affaires étrangères de la crise congolaise au moment où lui-même est indexé avec M. Kagame. Donc mon parti ne conçoit pas la politique en termes de vous asseoir autour de vos agresseurs. C'est comme si lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez les gouvernants étant agressés ici, allaient s'agenouiller chez M. Hitler pour demander des négociations. Pour un peu passer la parole à nos autres collègues et amis ici que je salue, je vous dirais que, M. Fita, le rappel historique est simple. En 1997, lorsque le maréchal Mobutu est défait et son armée, M. Joseph Kabila est entré au Congo dans le bagage de l'AFDEL. C'est-à-dire qu'il est venu avec l'armée d'agression. Et c'est là nos concitoyens, nos compatriotes l'oublient souvent. M. Joseph, soi-disant Kabila, est entré avec ces gens qui ont agressé. Donc, c'est pour cela que vous verrez que lorsqu'il y a ces négociations, le Congo a une voix très faible. Au lieu d'être le leader de la région, nous n'avons aucune représentativité. Nous sommes à la traîne de ce pays-là. Pourquoi? Parce que notre leadership est un leadership qui est venu avec l'armée des agresseurs. Donc c'est un peu le résumé que je voulais faire de la situation. Bien, Monsieur Ange Pabolangui, ce que vous dites, tout le monde le dit depuis des années. Et vous pensez que le fait d'avoir raison, le fait de le dire, suffit pour que subitement le matin, M. Kabila se lève et dit « Tiens, c'est vrai, ils ont raison, je vais me rendre ». Ou vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous dirais que c'est la duplicité et la complicité de la classe politique. C'est vrai, j'ai indexé M. Kabila, M. Kagame, M. Museveni, qui sont les principaux agresseurs. Mais lorsque vous regardez, il y a une certaine classe politique congolaise qui pactise avec le diable. Oui, maintenant, pour qu'ils changent de comportement, que faut-il faire? Ah, mais d'abord, donc si tout le monde adoptait notre position, c'était laquelle? Les élections ont été truquées. Mais des soi-disant députés, même de l'opposition, vont s'asseoir d'abord au Parlement. Donc vous légitimez ces messieurs. Mais lorsqu'ils vous convoquent aux concertations nationales, un homme comme Kengo Wadondo, qui déjà devait rendre les comptes au peuple pour ce qu'il a fait dans le passé. Mais M. Kengo n'a aucune légitimité pour s'asseoir et nous appeler. Donc c'est-à-dire que la duplicité, la complicité de notre classe politique à nous aussi Congolais est une des raisons de la situation. Mais M. Ifita, imaginez-vous un instant que nous n'ayons pas un leader comme M. Tshisekedi aujourd'hui. Quelle serait la situation dans notre pays? Bien, merci. Bon, le journaliste n'a pas pour rôle de répondre. Nous y reviendrons dans la conclusion. Vous allez nous tracer des pistes pour pouvoir nous en sortir. Et le hasard fait que, bon, nous avons aussi des amis d'origine rwandaise qui, eux, ils sont de l'opposition. Ils vont nous parler un peu de la situation dans leur pays, parce qu'apparemment, apparemment, tout le monde le sait, et le Rwanda a été pour beaucoup à l'accession au pouvoir de M. Joseph Kabila. M. Michombero, quelle est la situation en ce jour d'aujourd'hui dans votre pays? Monsieur Cheikh, d'abord, je tiens à rappeler les téléspectateurs qu'on très souvent se rencontrer dans ce cadre pour discuter de la situation sécuritaire de la région du Grand Lac. Là, on a toujours dénoncé fermement, comme le confrère l'a dit, le caractère agressionniste de M. Paul Kagame chez le voisin congolais, qui depuis l'histoire vivait paisiblement avec le Rwandais, le Burundi et les pays de la région. Dans la paix, cela a été concrétisé par la CPGL, qui était un mécanisme économique qui produisait des résultats. Mais maintenant, on est devant une situation où le Rwanda ou les Rwandais sont considérés comme des agresseurs. Mais ça, c'est pas vraiment vrai. Les agresseurs sont M. Kagame, Paul Kagame, et son petit clique des généraux qui pillent les ressources naturelles du Congo. Et
et cherche à travers ses ressources qui lui confèrent une puissance personnelle économique à être l'homme fort de la région. Ça, c'est une qualification qu'on voulait donner. Mais pour aujourd'hui, nous allons discuter de deux grands événements qui caractérisent l'actualité dans notre pays. Comme ma consoeur l'a dit, ce sont les élections parlementaires à la Chambre des députés, parce que nous avons le Sénat et la Chambre des députés chez nous, là où le FPR avait gagné à plus de 90% des urnes, des élections. Nous allons aussi discuter de la fameuse Rwanda Day qui aura lieu au Canada par la visite de M. Kagame. Ce sera le 27, mais le 28, il va s'entretenir avec les Rwandais dans ce qu'on a toujours qualifié de Rwanda Day, que nous appelons Kagame Day, parce que ce ne sont pas les Rwandais vraiment qui sont mobilisés à aller recevoir leur président charismatique. Et cela, comment ça s'organise, c'est la première dénonciation que nous faisons, parce qu'il n'est plus un leader légitime chez nous, c'est quelqu'un qui a du sang dans sa main. Le Rwandais ne s'adonne plus aux activités qu'il organise. C'est pourquoi ceux-là qui suivent de près l'actualité rwandaise, il paye des tickets d'avion, il oblige les commerçants, il oblige son parti au pouvoir de payer des tickets pour prendre les Rwandais qui vont l'accompagner au Canada. Et là, pour juste masquer l'opinion internationale que Kagame, il n'aimait pas les Rwandais. Il n'aimait pas les Rwandais, c'est pourquoi il paye ceux-là qui doivent l'accompagner. Rwanda Day ou Kagame Day, c'est un événement que les Rwandais ne digèrent plus, parce que les Rwandais, ils meurent de faim. Les étudiants au sein des universités n'ont plus de bourse. Ceux-là qui essaient de dénoncer ça, ils sont mis en prison. Le droit à la manifestation d'opinion n'est plus possible chez nous. Alors, au lieu de prendre cet argent et répondre à certaines activités sociales, il prend cet argent pour payer des tickets d'avion afin que les gens puissent l'accompagner au Canada. Quoi faire? Absolument rien, parce que il n'y a pas de partenariat économique, il n'y a pas de secteur où le Canada intervient sensiblement dans l'économie rwandaise pour dire qu'en investissant cet argent, peut-être il va gagner quelque chose. C'est un fait personnel. Ça, c'est un peu qu'on voulait signaler. L'autre point qu'on veut signaler, c'est que les Rwandais, partout où ils sont, au Canada et aux États-Unis, sont maintenant mobilisés pour dénoncer M. Kagame, que sa visite au Canada n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi on peut profiter de cette occasion pour mobiliser les Rwandais partout où ils sont, dans la région américaine, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, de se mobiliser massivement et aller manifester leur mécontentement face à la présence ou à la visite de M. Kagame. On ne sensibilise pas seulement les Rwandais, et comme on l'a toujours constaté, la région des Grands Lacs avec les Congolais. Les Congolais sont aussi victimes de la mauvaise politique de M. Kagame. Mobiliser les Congolais, comme ils l'ont fait à Londres, où ils ont accueilli M. Kagame avec une attitude qui le méritait, de se mobiliser afin qu'il ne puisse plus non seulement être reçu comme un président légitime au Canada, mais qui n'ait plus encore d'opportunité de faire des visites dans les capitales occidentales, là où les démocraties deviennent des modèles. Et ces démocraties ne devraient plus donner de visa, ne devraient plus accueillir le président comme M. Kagame, parce qu'il a le sang dans ses mains. Au fil et à mesure que nous avançons, on aura le temps de faire beaucoup plus d'éclaircissement. Mais je voulais... Oui, vous pouvez donner un peu plus de précision sur le lieu, la date. Oui, je voulais... en fait, les Rwandais, c'est pourquoi même je voulais inviter les confrères congolais qui sont dans la région, même ici en Europe, ou d'autres qui le peuvent. On a déjà commencé à téléphoner à l'hôtel qui va le recevoir. Ce sera le 28 septembre. L'hôtel où il va faire le fameux Kagame Day, qui n'est plus Rwanda Day, pour dénoncer vraiment le sang que Kagame a entre ses mains, ce qu'il fait à l'est du Congo. Il est à la base de violations de femmes, le meurtre des enfants, tel qu'on a toujours lu dans les rapports qui sont sortis. Alors l'événement va se tenir à Sheraton, Toronto. C'est à Queen Street West, Toronto, Ontario. Alors, il y a un téléphone
on essaie de sensibiliser les confrères congolais et rwandais afin qu'ils puissent toujours téléphoner pour dénoncer cette visite, la visite d'un assassin, d'un dictateur. Et le téléphone, c'est celui-ci, c'est 001 416 361 1000. Je reprends. Voilà, je reprends, c'est 001 416 361 1 0 0 0. Et la date? Extension numéro 3. Et la date, ce sera le 28 septembre. Et les activistes qui auraient des documents à faxer à l'hôtel, on a aussi un numéro de fax, là où on peut toujours, à défaut de... si on peut suppléer les appels téléphoniques par des documents, il y a un fax, le code c'est le même, 001 416 306 14 21. Bien, merci M. Michombero. Et nous passons à Mme Madeleine. Il y a eu des élections dans votre pays, il y a des élus. Vous êtes contente? Beaucoup de femmes. Oui, oui, la parité a été plus que respectée. Ben oui. Enfin, en fait, effectivement, il y a eu donc des élections des députés au Rwanda la semaine dernière. Et comme on s'y attendait, la mouvance présidentielle a raflé 98% des sièges. 98% des sièges, c'est un score stalinien, comme on dit, stalinien, à la Kim Il-sung. Ben voilà. Et donc, de toute façon, on s'y attendait. Le président Kagame avait déjà pris toutes les dispositions possibles afin que le résultat soit celui-là. Il avait pris ces dispositions comment? C'est-à-dire en faisant en sorte que l'opposition ne prenne pas part à ces élections. C'est dans ce cadre, par exemple, que le seul parti d'opposition rwandais qui a été enregistré il y a quelques temps, donc qui normalement devrait être opérationnel en bonne et due forme, le PSD et le PS, Imberakuri, Parti socialiste, dont le leader est aussi en prison. Donc Ampanga, c'est une région au sud du pays. Et donc le Parti socialiste n'a pas pu, il y a eu on leur a posé des problèmes, des divisions dans le parti. Kagame paye les gens du parti, profitant du fait que le vrai leader est en prison, pour qu'il y ait trois partis du même nom. Et ainsi, donc, c'est difficile de savoir si c'est celui-ci qui... Enfin, de toute façon, le résultat est que le Parti socialiste rwandais n'a pas pris part aux élections. Et puis, alors, il y a un autre parti, le Green Party, le Parti des Verts, dont le président, à un moment donné aussi, avait fui, puis il est rentré. Et une fois sur place, il a négocié. Au départ, on lui a mis des embûches. Il ne pouvait pas réunir le congrès constituant parce qu'il faut d'abord ça pour que c'était un préalable. C'était le préalable pour que le parti soit, la procédure d'enregistrement se poursuive. Et fin de fin, je crois 2 ou 3 semaines avant que l'élection ait lieu, c'est là que donc le parti a été enregistré. Mais c'était trop tard. Donc ça a été fait en connaissance de cause pour qu'il n'ait pas assez de temps pour préparer ses militants afin qu'ils participent à ces élections. Bon, les autres partis qui ont participé, c'est le PSD, Parti social-démocrate, et puis quoi encore? Il y a le Parti libéral, mais... Oui, c'est ça, le Parti libéral, mais ce sont les petits-enfants des FPR. Ce sont les petits-enfants des FPR, ce n'est vraiment pas l'opposition en tant que telle. Hein. C'est le genre de parti qui, au moment où les élections arrivent, ils se disent oui, on respecte la liste du FPR. Donc, ils n'ont pas, comme s'ils n'avaient pas de gens capables de challenger les candidats de FPR. Quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont eu 98%. Bon, comme vous le savez, notre parti, le parti que je représente ici, le FDU, notre leader est en prison aussi. Et tant que notre présidente est en prison, et le parti ne peut pas être enregistré, parce qu'il y a une loi, par exemple, une loi qui légifère sur les politiques, les leaders politiques qui ont été en prison. Et la loi dit que si quelqu'un a été emprisonné pendant X temps, et ne peut plus prétendre, même si c'est le chef d'un parti politique, la personne ne peut pas prétendre à un poste politique de haut grade. Et donc, si on enregistre aujourd'hui l'FDU Nyingi,
Donc, c'est-à-dire que Mme Victoire Ingabire perd son leadership. Alors, pour nous, c'est la présidente du parti. Et alors, si par exemple cela se passait et que malgré tout on le fasse enregistrer, il y a des risques. Comme le président Kagame parvient toujours à diviser les partis, comme il a fait au Parti socialiste, il suffit que, par exemple, on fasse enregistrer notre parti, même si la présidente est en prison. Et ça, je suis sûr que même le président Kagame voudrait bien que ça se fasse. Et lui, il irait débaucher quelqu'un et dire, voilà, c'est lui maintenant le président de l'FDI, et tout le travail qu'on aurait fait, le combat qu'on fait, tout ça, il serait multiplié par 0. Et voilà. Et donc, nous, on est dehors jusqu'à ce que... Madame Ingabire, maintenant, on attend le verdict pour son procès. Vous savez, vous avez suivi, on a fait beaucoup d'émissions sur ce sujet. Et on attend pour le 1er novembre. Et c'est là qu'on sera fixé et qu'on verra ce qu'il faut faire. Mais tant que la situation est celle-là, donc le parti, on ne pouvait pas enregistrer le parti. Donc ça a été des élections staliniennes. Et le résultat, le score est stalinien. Et voilà. Et la seule chose qui m'a étonné le plus, c'est que presque les trois quarts des députés élus, ce sont des femmes. Et ça, certaines personnes qui observent peuvent se dire, ah, le Rwanda était modèle, la femme est à la voix, mais ces femmes, elles servent à quoi dans ce Parlement? Puisqu'elles ne pensent même pas à parler pour la femme, la paysanne, qui ne parvient pas à cultiver les haricots dans son champ comme il veut pour nourrir ses enfants, à qui on impose une monoculture de cultures industrielles qui vont être traitées dans des usines, mais desquelles elle n'aura aucun bénéfice. Et la femme paysanne qui a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, les bourses sont supprimées, mais ces députés, 68% de femmes, et 3/4 d'un parlement avec ça. Où est-ce que vous avez suivi ça dans le monde? Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est une façon de dire, oui, le Rwanda est premier en ceci, premier en cela. La démagogie politique. Voilà où nous en sommes maintenant. Et sur base de cela, et sur base du fait que votre présidente est crouée, vous avez décidé d'appeler les gens à manifester contre Kagame, c'est cela? Absolument, vous avez été notre parti. Notre parti avait été à Londres, c'est ce qui s'est passé la fois dernière. On avait loué un bus. Et notre parti est celui de l'ANSR au niveau de la plateforme. Et ils ont été donc contestés cette visite. Vous avez vu le résultat. Quand même, il a été humilié au maximum. Je n'ai jamais pensé qu'un président pouvait être traité de cette façon. Mais c'est à la proportionnelle des atrocités qu'il avait fait. Ça se comprend. Et alors maintenant aussi, nos militants qui sont surtout aux États-Unis, même d'ici, il y en a qui partiront d'ici. Et alors, on se joint à vous, Congolais, et d'autres personnes qui sont offusquées par ce que le président Kagame fait dans la région, et à ce que vraiment ils se présentent nombreux pour, encore une fois, contester ces visites, pour encore une fois manifester et dire qu'on ne peut plus continuer comme ça avec cette personne, même si il fait tout pour essayer de regagner l'estime, en programmant des visites de son genre, en partant avec des avions remplis des gens qui viennent du Rwanda, au lieu d'être accueillis par les personnes qui sont sur place. Vous voyez tout ça, c'est quoi? En Kinyarwanda, on dit à Matakirangoyi. C'est la situation la plus basse et la plus incohérente qui puisse exister pour un président. Moi, je pense, ce sont ces stratégies de dernière minute, puisque si les choses continuent à évoluer comme ça, je pense qu'il est en train de vivre ces dernières heures. Bien, merci Madame Madeleine. Monsieur Kalombo, vous n'êtes pas d'un parti politique, vous êtes de la société civile, mais vous soulevez souvent des dossiers qui font trembler les politiques. Bon, entre autres, le dossier Tagande, et tout dernièrement, nous avons assisté à un procès qui aura des répercussions assez sérieuses sur les relations donc Belgique-Congo. Dites-nous d'abord par rapport à Taganda. Oui, disons, vous aviez porté plainte contre Kagame et Kabila et compagnie, tout ça, et Tagande est dans la NAS. Sur ce point-là, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, merci M. Cheikh Fita pour la parole. Donc rapidement, comme vous l'avez rappelé, on était il y a un an, c'était le 19 août 2012, avec les deux partis politiques. Et à l'époque, les deux partis politiques rwandais précisément, donc FDU Kingi et Rwanda National Congress.
Donc on a été là-bas, donc eux ils étaient représentés par Maître Blake, qui est venu du Canada spécialement pour ça. On a porté plainte, pour leur part, contre Kagame principalement. Et pour la Prodec Asbel, c'était Kagame, Museveni et Joseph Kabila. Maintenant, avec la reddition volontaire, il faut le préciser, de Bosco Ntaganda, les choses deviennent un peu plus claires, puisque dans notre dossier, en tout cas dans les deux dossiers, Ntaganda était présenté comme un simple exécutant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois chefs d'État de la région ont un exécutant déjà dans la NAS. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen maintenant de faire une simple connexité avec le dossier Ntaganda, qui est déjà en cours, puisque l'audience, l'ouverture de l'audience de confirmation des charges, comme vous le savez, est reportée pour le 10 février. C'est à partir de là que les vérités vont commencer à sortir, puisque Ntaganda ne voudra certainement pas mourir tout seul. Parce qu'il a été là, il a été avec Kagame, pour rappel, dans les camps d'entraînement en Ouganda. Donc, c'est vraiment, comme je l'avais dit dernièrement, c'est une mémoire, une sorte d'encyclopédie vivante des crimes. Donc, il aura certainement beaucoup à raconter sur ses employeurs, en tout cas les trois. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, pour ça, j'invite en tout cas les deux communautés. Je sais qu'au départ, surtout la communauté congolaise ici était réticente de voir à Prodec Asbel, surtout une ONG congolaise, s'afficher avec des partis politiques rwandais. Donc je pense que cette étape, comme on dit, le cap psychologique est dépassé. Maintenant, on a l'UDPS qui rejoint, et puis certainement beaucoup de partis politiques de l'opposition congolaise vont essayer de se joindre à l'opposition rwandaise, et pourquoi pas les partis d'opposition de toute la région pour finir. Parce que quand on voit comment le Congo est cadenassé par les régimes dictatoriaux, et si nos partis politiques, en tout cas d'opposition, se mettaient ensemble avec les autres partis politiques d'opposition de la région, je crois que ça permettrait un peu de voir un peu plus clair sur la situation de tous les pays, puisque bon, le Congo étant l'épicentre, une fois que les choses changent au Congo, je crois qu'il y a moyen de faire changer tous ces régimes dictatoriaux autour du Congo. Voilà. Bien, merci M. Kalombo, merci à tous les... Oui, un instant. Ah oui, il y a un mot par rapport à ZS, excusez-moi. Ça, c'est le dossier à Prodec. Je ne pouvais pas le rater. Hein. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, je commencerai par te remercier, parce que, bon, tu as été quand même le seul Congolais qui vient, en tout cas, qui assiste à toutes nos audiences dès le début. En tout cas, merci, de la part du conseil d'administration de la Prodec Asbel. Donc, c'est un dossier, ça fait depuis 2010 qu'on est en train de dire exactement la même chose. Parce que tout ce qui se passe au Congo, en tout cas, pour résumer, donc la société en question, c'est une société belge qui a fourni les kits biométriques qui ont servi à l'enrôlement des électeurs au Congo. Maintenant, dès 2010, on avait mis la main sur le rapport d'évaluation de kits. En tout cas, il y a eu un appel d'offres. Donc, il y a une organisation au Congo qui s'appelle le Bureau central de coordination qui a évalué les offres de 4 sociétés. Et il y avait une seule société qui était une société sud-africaine, FES Technologies, qui a remporté le marché théoriquement. Mais dans son dos, la société belge ZS a obtenu le contrat de manière frauduleuse. Et ces kits biométriques ont été jugés non conformes parce que le processeur utilisé, c'est un vieux processeur Celeron des années fin 80, fin 90, disons. Et le processeur exigé, c'était un processeur dual-core, c'est qu'ils n'avaient pas. Et de l'autre côté, ils ont fourni dans leur lecteur, je dis bien dans leur lecteur d'empreintes digitales, un logiciel qui était complètement obsolète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était prévisible qu'il y aurait des doublons. Et ça, on a alerté tout le monde. C'est ça qu'on nous a traité à l'époque d'exciter. Et les doublons, hein, en termes vulgaires, ça veut dire quoi? Le doublon, ça veut dire que c'est des faux électeurs, des électeurs fictifs. Donc non seulement vous avez les machines qui sont défectueuses, enfin qui eux-mêmes fabriquent des doublons puisqu'ils reconnaissent mal les électeurs, et de l'autre côté vous avez tout ce bataillon de faux, des enfants, des soldats qu'on a mis pour aller s'enrôler et pour gonfler le collège électoral.
Donc au total, on a estimé à plus de 9 millions, à environ 10 millions de faux électeurs sur les 32 millions enrôlés. Et c'était prévisible dès 2010. On a attiré l'attention de la communauté internationale, des partis politiques congolais, et les seuls partis, ça je dois le reconnaître, les seuls partis qui nous a un peu suivis au début, c'était l'UDPS, et avant les élections, c'était carrément l'UDPS tout seul, puisqu'on a vu les manifestations devant la CENI. Et curieusement, les autres partis politiques dits de l'opposition étaient à la maison, ils observaient les militants de l'UDPS se faire tabasser dessus, puisqu'ils demandaient juste l'audit du fichier électoral. Donc maintenant, on est dans une autre phase, puisque là, c'était la phase des dénonciations. Comme personne ne bougeait, bon, on a décidé de mettre notre main, nous-mêmes, enfin, de nous mouiller carrément dans le dossier. On a porté plainte maintenant contre ZS. Bon, il faut dire que ZS avait porté plainte contre nous en 2011, en mars 2011, et la plainte a été classée sans suite après l'audition des administrateurs de la PRODEC. Donc, à partir maintenant de cette plainte, ça nous ouvre la voie d'attaquer ZS en dénonciation calomnieuse ou bien pour corruption de fonctionnaires étrangers, pour escroquerie, puisqu'il y a eu, en tout cas, selon nos calculs, une affaire de 3 millions de dollars sur ce contrat. On suspecte, ça je peux le dire, l'abbé Malou Malou, tous les ministres de l'époque, Matata Ponyo, qui est aujourd'hui Premier ministre, d'avoir été corrompus par cette société. Donc voilà un peu, vous voyez ce que ça fait. Ça veut dire quoi? Ça veut Oui, dire c'est du beau monde. Hein. Voilà, vous avez l'actuel président de la commission électorale indépendante qui sera cité dans le dossier. Vous avez l'actuel Premier ministre de la République démocratique du Congo qui est suspecté aussi dans le dossier. Ça, c'est le dossier qu'on va mettre devant le juge d'instruction, si tout va bien, à la fin de ce mois. Maintenant, on a un dossier en cours qui est au niveau du tribunal du commerce, c'était le jeudi passé, l'audience à laquelle M. Cheikh Fita a assisté, où il a vu de lui-même comment l'avocat de ZS a été mis à porte-à-faux, au point de sortir des bêtises carrément, puisque bon, des choses qu'il a racontées là-bas, je ne vais pas le dire ici. Donc on sent que ZS est vraiment mal parti, quoi. Et puis je profite pour annoncer aussi que dans ce dossier, pour l'exportation des fameux kits biométriques, ZS a bénéficié du soutien, en tout cas pour l'exportation, de l'Office national du Ducroire. Et nous, on avait, en tout cas la PRODEC avait demandé à l'Office national du Ducroire de lui laisser l'accès aux documents sur base desquels ZS a obtenu 2 polices d'assurance pour exporter ces machines, alors que les machines en question étaient jugées non conformes. Et jusque-là, l'Office national du Croix refusait de nous donner accès au fameux dossier. Mais maintenant, on a un avis favorable de la part de la commission, la commission d'accès aux documents administratifs, qui est en abrégé le CADA, qui a donné en tout cas son avis, qui donne raison à la PRODEC et qui demande à l'Office national du Croix de nous donner tous les documents sur base desquels ZS a obtenu frauduleusement, il faut le dire, les 2 polices d'assurance pour exporter ces machines au Congo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce dossier, quand on sait que l'Office national du Croix est sous tutelle du ministère belge des Affaires étrangères et que les polices d'assurance ont obtenu, en tout cas la délivrance de ces polices ont obtenu préalablement l'avis préalable favorable de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. On comprend bien maintenant avec la gaieté avec laquelle le ministre belge des Affaires étrangères va à Kinshasa et qu'il annonce comme par hasard que les résultats, les irrégularités ne changeaient pas l'ordre d'arrivée, c'est une première, alors que les élections, c'est arithmétique. Donc on comprend bien que ce n'était pas innocent tout ça. Donc tout était déjà pipé d'avance. Donc on a assisté à une vaste mascarade, si je peux emprunter le terme à nos amis de l'UDPS. Donc voilà, donc dans ce dossier, il y aura du beau monde et j'invite en tout cas la communauté congolaise en tout cas à se mobiliser. Et M. Fita a été témoin de ce que la PRODEC fait comme effort pour se payer quand même le conseil de maître Laurent Renaud, qui n'est pas n'importe quoi en matière de droit des affaires et pénales.
Et au point que la partie adverse ne croit pas qu'on a cet avocat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces dossiers, on pouvait bien les amener à bon port depuis longtemps, mais par manque de moyens, on fait avec ce qu'on peut. Et si on peut, en tout cas, les Congolais peuvent se mobiliser pour connaître suffisamment de moyens pour attaquer tous ces dossiers, parce que le dossier est tellement énorme qu'avec les moyens qu'on a, on va lentement. Mais plus il y a des moyens, plus on pourra aller plus vite et plus il y aura des résultats, en tout cas au niveau des électeurs, puisque nous, le côté politique, on ne voit pas. Mais si les politiques peuvent tirer du gain derrière, ça, ce n'est pas notre problème. Donc nous, on a notre agenda, on défend les droits des Congolais qui ont été bafoués. Maintenant, c'est aux partis politiques de faire leur mieux pour qu'ils s'intéressent à ces dossiers, puisqu'ils sont victimes, pour finir. Si je prends l'exemple de l'UDPS qui a dépensé des millions pour battre campagne, pour des élections déjà pipées d'avance, donc il a intérêt, et je crois que l'UDPS va s'engager jusqu'au bout, parce qu'on a déjà l'accord du président Etienne Tshisekedi, qui se porte partie civile avec l'UDPS, et les autres partis, en tout cas, on les invite à nous rejoindre dans cette plainte, en tout cas. Voilà. Bien, merci, Monsieur Kalombo, parce que c'est assez technique, il fallait que vous expliquiez un peu plus en détail. Bien, chers amis lecteurs, chers amis téléspectateurs, nous avons survolé un peu notre Afrique centrale avec ces malheurs qui n'en finissent pas. Mais avant de nous séparer, nous donnerons à chacun de nos invités la parole pour son dernier mot, son appel, et par rapport, par rapport à l'actualité. Et voilà. J'aimerais d'abord rendre hommage à M. Kalombo et à son association, la PRODEC, pour tout ce qu'il fait. Et je pense qu'une chose est importante, lorsque nous parlons de la vérité des urnes, les rétablissements de la vérité, même par la voie des tribunaux comme il se bat, ce n'est pas pour que l'UDP soit absolument au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas bâtir un État viable sans des bonnes bases de droit, M. Fita. Donc, M. Stanislas l'a si bien dit, nous avons payé très cher. L'UDPS a payé très cher, même la période préélectorale. Puisque même moi qui vous parle, nous étions des témoins oculaires de la répression barbare sur le terrain. Donc nous avons perdu même nos militants. Donc M. Kalombo doit savoir que le parti prend avec sérieux ces dossiers et nous ne ménagerons aucun effort pour aider le peuple. Mais pour conclure, moi je dirais d'abord ceci. Parlant donc vous savez, M. Fita, il y a un élément important. La situation même de l'Afrique centrale, comme vous l'évoquez, il y a aussi une complexité de certains hommes politiques, même dans ce pays où nous vivons. Moi, je vous le dirai aujourd'hui, je suis déçu d'une certaine classe politique belge ici. Cette même classe politique qui a bâclé l'indépendance du Congo, qui a participé à l'assassinat de Lumumba. Cette classe politique qui a porté Mobutu au pouvoir. Cette même classe politique qui, aujourd'hui, c'est l'un des seuls pays où M. Kagame passe pour un génie. Il faut voir certaines déclarations des hommes politiques ici. Oh, c'est un modèle, mais M. Kagame n'est pas un modèle. M. Kagame n'est pas un modèle. Les Rwandais ont des problèmes. Nous, les Congolais, nous avons une tradition d'accueil. Bon, M. Kagame doit accepter qu'il y ait un dialogue inter-rwandais, comme le président tanzanien l'a dit, avec l'opposition du Rwanda, pour parler aussi. Parce qu'aujourd'hui, si M. Kagame est mis hors d'état de nuire, mais le Congo va encore subir les conséquences. Aussi longtemps que nous ne parlerons pas de ce problème-là et que M. Kagame ne se mettra pas autour de la table avec son opposition, je crois que ce sera toujours un élément déclencheur de conflit. Ça, c'est très très important, j'aimerais signaler cela. Donc par rapport à ça, vous lancez un appel à vos militants qui sont au Canada? Ah oui, ça c'est très important, mais de toute façon, vous savez, M. Fita, donc nous, nos militants, même sans appel, je vous dirais que vous avez vu à Londres, les Congolais sont là en général. Moi, je vous leur dirais ceci. Vous avez en face de vous un criminel, donc qui est pointé, qui est indexé. Nous autres Congolais, nous avons payé le prix lourd des actions de cet homme, de ce trio, Museveni, Kagame et Joseph Kabila.
Nous devons essayer de bannir cette culture de dire, comme on dit en lingala, ah, Totika, non, nous devons nous tous nous lever comme un seul homme, parce que il y va de notre... C'est par rapport au 28 septembre. Oui, c'est ce qu'il dit. Par rapport au 28 septembre, qu'ils suivent le mot d'ordre qui a été lancé, que nous nous mobilisons partout où ils seront là-bas, qu'ils traquent ce monsieur, comme ça a été fait à Londres. Donc moi, je crois que j'appuie cela et mon parti appelle à ce que les gens qui seront là-bas puissent se lever. Ça, je le dis. Mais pour conclure, monsieur Fita, je vous dirais que donc, notre pays a 2 345 000 km². Nous autres Congolais, nous devons nous battre pour que aucun mètre carré de notre pays ne soit pris par les adversaires. Aujourd'hui, vous savez que le pays, Goma est pratiquement en tampon. Donc on vous agresse, alors on dit, oh, voilà, comme ils sont entrés, ben, il y a une force d'interposition, mais c'est au détriment du Congo. L'Angleterre, ici, vous avez suivi... Oui, en conclusion. En conclusion, je dirais que nous devons nous lever par rapport à cela. Donc, je vous ai parlé des concertations nationales, que nous boycottons, parce que ça ne vont rien donner. Et puis, pour conclure, les accords de Kampala, M. Fita, c'est au détriment du Congo. Je ne sais pas si même nos citoyens, nos concitoyens le savent. Donc, on essaie de faire un marché commun au détriment du Congo. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, cet accord disait qu'il faut qu'il y ait des médiateurs internationaux, et pour que cet accord de Kampala soit suivi, et à Kinshasa aussi. Donc, nous devrons nous lever, ça je l'ai dit, comme un seul homme. Monsieur Michombero, un dernier mot, vous allez atterrir sur quoi? Sur quelles recommandations, sur quel message? Oui, Monsieur Cheikh, 3 aspects de ma conclusion. Le premier aspect, c'est que quand on voit ce que mon confrère vient de dire, vraiment, le malheur des Grands Lacs, le malheur du Congo, le malheur du Rwanda, c'est M. Kagame. Si vraiment il faut trouver une solution durable à tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, toute la misère que la région traverse, il faut la chercher au Rwanda. En d'autres termes, il faut la chercher chez M. Kagame. C'est pourquoi M. Kagame doit répondre de tous les faits et de tous les malheurs qu'il cause dans la région. Ça, c'est le premier aspect de ma conclusion. Le deuxième aspect relatif aux élections qui ont eu lieu chez nous, en réalité, il n'y a pas eu d'élections. Pour nous, l'opposition réelle, effective, il n'y a pas eu d'élection. C'est pourquoi même on n'a même pas pris le temps pour en discuter, parce qu'on savait que c'était un événement là où le calcul était déjà là, c'était juste confier la légitimité à OFPR qui en réalité est un État qui ne répond plus aux aspirations des Rwandais. Le dernier point, c'est que les Rwandais, les Congolais sont maintenant mobilisés pour aller manifester contre M. Kagame. Alors on leur demande de participer, de collaborer activement à son humiliation, comme il a été humilié à Londres. À Londres, il est entré et sorti par la petite porte. Cette fois-ci, au Canada, il ne devra même plus avoir d'opportunité d'entrer ou de sortir. Il faut qu'il renonce à aller au Canada parce qu'il sera reçu comme il le mérite. Votre dernier mot? Oui, merci. Mon dernier mot, mon confrère l'a dit, mais je reviens sur ce que Ange de l'UDPS a dit, en précisant que le malheur du Congo, on sait d'où il vient, et que donc la manière dont on est en train de chercher à créer des zones tampons, ça me rappelle l'époque où le FPR faisait encore la guerre au régime du président Habyarimana. On avait créé, la guerre était atroce, et puis alors on a créé une zone tampon. Et dans cette zone, à un moment donné, on a fait des élections pour voir, pour que la population qui est dans cette zone puisse s'exprimer. Et quand les élections ont eu lieu, c'est le parti du président Habyarimana qui a gagné. Et l'AFPR a compris que les élections démocratiques, c'est son premier ennemi numéro 1. Et c'est depuis lors qu'ils ont pris la décision de prendre tout le pouvoir par la force. Moi, je vous ai toujours dit dans nos discussions, il faut que les problèmes qu'on a eus, nous, vous servent à vous aussi de leçon. Parce que la personne qui menait cette guerre chez nous, c'est la même qui la mène chez vous.
Donc il faudrait vraiment que vous appreniez des leçons par rapport à notre histoire à nous. Et alors, en soulignant beaucoup ce que M. Ange dit, des négociations biaisées, où l'agresseur, c'est lui qui les mène, je ne pense pas que ça pourrait rapporter quelque chose de bon et de solide, de stable pour le long terme. Et puis alors, il y a encore une autre chose qui est sortie du tiroir, dont on ne parlait plus. Et là où le M23 dit maintenant, bon, d'accord, on veut bien suivre ce que vous nous demandez, mais à condition que la FDLR soit démantelée complètement. À chaque fois qu'il y a une étape, il y a une nouvelle chose qui sort. Mais combien de fois le président, le pouvoir rwandais et le pouvoir congolais n'ont-ils pas fait, même ensemble, des opérations pour les démanteler et ceci, l'argent qui est pas. Pourquoi ils n'ont pas pu y arriver? C'est parce qu'ils ne voulaient pas. C'est parce qu'il n'y avait pas la volonté de le faire. C'est parce que la question des FDLR les arrange. Le FDLR, pour le moment, c'était un parti de. C'était donc un mouvement qui se bat pour ses droits, pour rentrer chez eux dans la paix. Le FDLR est dans la même situation que nous, les partis politiques d'opposition. Et la solution qui peut venir, qui rencontre ce que M. Ange a dit, c'est un dialogue interrwandais où on débat de tous ces problèmes, où on débat des problèmes internes, où on débat des problèmes extérieurs, comme l'agression perpétuelle que le Rwanda fait au Congo. Et de tout ça viendra une solution. C'est la seule chose. Et vous verrez, après ça, nous reprendrons la vie d'avant. Ok, merci bien, Madeleine. Et docteur Kalombo, vous concluez sur quel élément? Oui, sur les deux points, évidemment. Donc, le premier, c'est en tout cas d'insister pour que les deux communautés se mobilisent, en tout cas pour venir le 10 février 2014, à l'ouverture de l'audience de confirmation. Pour vous, le 28 septembre au Canada, Bien sûr, c'était déjà dit. C'était déjà dit. Okay. Donc maintenant, en ce qui concerne le dossier Tanganda, en tout cas, comme on insiste toujours que le dossier doit être travaillé en amont, pas attendre et aller manifester devant la Cour pénale internationale, mais travailler en amont, ça veut dire quoi? Mobiliser en tout cas les populations de la région pour collecter les preuves non seulement contre Tanganda, mais les preuves aussi contre ces boss, en tout cas Kagame, Museveni et Kabila. Et là, je lance un appel particulièrement aux membres de forces armées zaïroises, congolaises, donc, qui ont des preuves, en tout cas, du fait que Bosco Tanganda recevait des ordres directement de sa hiérarchie militaire, Kabila en tête. Et de l'autre côté, les soldats rwandais qui peuvent amener des preuves qui montrent bien que Bosco Tanganda recevait aussi des ordres venant de son autre supérieur hiérarchique qui est Kagame. Ça aiderait beaucoup les dossiers au lieu de venir simplement manifester devant la Cour pénale internationale. Et aussi, pour finir avec le deuxième sujet qui est l'affaire ZS, là en tout cas j'insiste, on a toujours l'impression que les Congolais ne comprennent pas bien les enjeux autour de ce dossier. Cette société, c'est elle qui avait la gestion, en tout cas, qui devait générer la liste finale des électeurs au Congo. Et dans ce fichier, il y a en tout cas environ 9 800 000, presque 10 millions d'électeurs fictifs. Et c'est ce même fichier que Malou Malou, comme par hasard, c'est lui qui avait signé le contrat à l'époque, en 2010, et c'est lui qui est encore là pour faire des élections avec les 10 millions d'électeurs fictifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 8 millions de morts, en tout cas pour que les gens comprennent bien, les 8 millions de morts dont tout le monde parle et tout le monde crie et tout le monde pleure à chaudes larmes, on a l'impression que les gens ne comprennent pas bien ce qui se passe. Il se passe que les 8 millions de morts n'existent pas sur papier. Pourquoi? Parce qu'on a gonflé simplement le nombre d'adultes en âge de voter. Quand on augmente le nombre d'adultes en âge de voter, on annule en tout cas le nombre de morts. Donc, ça veut dire que les gens qui pleurent, au lieu qu'ils continuent à pleurer, ils devraient s'acharner sur cette société, en fait. Cette société, évidemment, contre tous ces complices congolais qui ont fait que les 8 millions de morts n'existent pas. Ils n'existent pas.
Donc il faut se battre pour rétablir, en tout cas, ne fût-ce que pour la mémoire de ces 8 millions de morts, s'intéresser à ce dossier ZS. Voilà. Merci, chers invités, merci, chers lecteurs, chers téléspectateurs qui nous suivez régulièrement dans nos différents débats sur la RD Congo, sur l'Afrique centrale, sur le Rwanda. C'est très complexe, mais le plus dur, c'est que à cause d'une clique d'individus, tant au Rwanda qu'en RD Congo, des millions de gens souffrent, des millions de voix ont l'horizon bouché, des millions de gens meurent. Et nous pensons que la solution, c'est en fait une prise de conscience collective. Le pouvoir n'est pas au sommet, le pouvoir est à la base. Et la base, c'est chaque citoyen, chacun de nous, de vous qui nous suivez. Si vous répercutez l'information, juste auprès de tous ceux que vous connaissez, avec le temps, je pense que le peuple redeviendrait souverain, tant au Rwanda qu'en RD Congo. Merci à notre réalisateur Gérard Kanabassao et merci aussi à la Maison culturelle flamande Kumba qui nous a permis de tourner cet élément dans ces locaux. À la prochaine.